Europe 1, il est 8h35, l'heure de la revue de presse. Avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie Bonjour. et bonjour à tous. Mais ce matin, en une de vos journaux, alors il y a deux temps et donc deux angles. Le temps des hebdomadaires d'abord, et donc Manuel Valls, ici, là, partout. Le Point, le coprésident, le Nouvel Observateur, ce qu'il a en tête, Valeurs actuelles, l'impasse. Et même Paris Match, photo glamour avec sa femme, Manuel Valls relève le défi de Matignon. Et puis il y a le temps des quotidiens et du remaniement. Et là, on peut dire que ça fait pchit. Le Figaro, Hollande remanie mais ne change rien. L'Opinion, un gouvernement de congrès PS. Libération, Héros bis. L'Est éclair, remaniement, Valls à pas compter. La Voix du Nord, les mêmes et Ségolène. Et le Midi Libre, retour royal et chaise musicale. En tout cas, le remaniement reste le sujet qui inspire le plus les journaux ce matin. Oui, puis si on veut avoir une idée des réactions, on regarde le dessin de Goubel dans Le Point. Un pack de flambis, le même que d'habitude, avec cette mention comme dans les publicités, nouveau format. Bon, on nous annonçait une équipe resserrée. Nous voilà avec un gouvernement rabougri. Ça, c'est le résumé de Patrick Appel-Muller dans l'Humanité. Et dans Sud-Ouest, Bruno Dive ne dit pas autre chose. François Hollande nous avait annoncé un gouvernement de combat. C'est plutôt un bureau national du PS. Pour Jacques Camus, dans La République du Centre, c'est un gouvernement tuyau de poêle avec instauration de couples improbables et de raccommodages spectaculaires. Mais l'analyse la plus drôle, parce que la plus cruellement juste, est sur le site Causeur, sous la plume de Daoud Bouguezala. Il passe en revue les ministres, Najat Vallaud-Belkacem, qui, je cite, complète sa panoplie cosmétique avec la jeunesse, le sport et la ville, bref, tout ce qui bouge et court après un ballon en rêvant du dernier iPod, en sus du droit des femmes. 3 attributions qui doivent mobiliser au total 25 € de budget annuel. Bon, et puis la radicale de gauche Sylvia Pinel, je cite encore, comme on ne pouvait décemment pas la nommer ministre des potiches ou du cassoulet, elle finit première au concours de circonstances grâce au sandwich judiciaire de Jean-Michel Bellet. Heureusement, il n'y a plus rien d'important dans l'agenda du ministre du Logement depuis l'adoption de la loi Duflot. Et puis Ségolène Royal, qui promet d'exceller dans les exercices d'équilibrisme auxquels elle nous a habitués en 2007, écartelés entre l'altermondialisme éolien d'un José Bové et l'industrialisme sauce chevènement. De savoureux arbitrages en perspective. Alors au pays des interchangeables, conclut-il, l'inertie est reine. Malheureux Jean-Marc Ayrault, s'écrie Hervé Favre dans La Voix du Nord. Il était entouré de guerriers et il ne le savait pas. Mais la question qui revient en fait derrière ces commentaires narquois, c'est celle que pose Dominique Young dans les dernières nouvelles d'Alsace. Où est la majorité présidentielle ? Et accessoirement, où est sa politique ? Devant les projecteurs dès ce matin, c'est ce qui se passe à Bercy. Bercy passé de 7 à 2 ministres, Natacha. Exactement, avec un tandem improbable qui attire les commentaires. L'attelage Montebourg-Sapin et la partition inédite de l'économie et des finances. Et c'est d'autant plus crucial que la question du déficit budgétaire revient. Dans Le Point, Pierre-Antoine Delomé alerte à son tour contre le risque de déflation en Europe. Le dérapage du déficit public, il aurait été contenu au 4,1% prévu si la Banque Centrale Européenne avait tenu son impératif de situer l'inflation autour de 2%. Mais en fait, elle est beaucoup plus basse. Et la question qui se pose est donc celle des marges de manœuvre, mais aussi de la capacité à penser notre politique. Il faut lire dans le supplément Éco et Entreprises du Monde un article consacré à ces professeurs d'économie qui s'inquiètent. Entre 2000 et 2011, 84,2% des professeurs recrutés à l'université en France sont issus du même courant de pensée, les tenants des théories néoclassiques, néolibérales pour faire simple. Une conception de l'économie qui se diffuse ensuite dans toutes les strates de la société. Vous évoquiez Arnaud Montebourg, on parle du Made in France ce matin également. Oui, une petite application pour smartphone qui vient d'apparaître, c'est le journal L'Opinion qui nous signale cet outil pour savoir immédiatement si l'objet que vous voulez acheter est fabriqué en France et combien il y a d'employés en France dans cette entreprise. Mais le fondateur de Made in Emploi, Charles Huette, se réclame justement du libéralisme classique et pas du tout du patriotisme économique d'Arnaud Montebourg. C'est un outil d'action individuelle, dit-il, pour que les citoyens consommateurs se responsabilisent et ça permettrait selon lui d'éviter justement les barrières douanières et les horribles mesures protectionnistes. Donc c'est aux gentils consommateurs de payer plus cher pour préserver les emplois en France, mais il ne doit surtout pas être aidé par une fiscalité qui limiterait la concurrence de pays aux normes sociales d'inexistence. C'est bien le néolibéralisme. Le Figaro s'inquiète du sort réservé aux médecins. Oui, c'est un article qui nous raconte ce phénomène croissant, les agressions dont sont victimes les médecins généralistes. Le patient qui vient avec son arme pour être sûr que le médecin l'examine. Les pressions pour remplir des attestations d'invalidité qui permettront de faire rembourser le prêt par l'assurance. La plupart du temps, ils ne portent pas plainte. Une violence qui n'entre donc pas dans les statistiques de l'insécurité, qui n'existe pas, mais qui crée un climat que nous sentons flotter malheureusement les jours d'élection.
Allez, on termine avec un guide de savoir-vivre. Alors, c'est pas Madame de Rothschild cette fois-ci. Ah mais ça y ressemble, parce que si vous avez raté le magazine Hellman, c'est ce genre de magazine qui veut faire des hommes des midinettes comme les autres. Donc la ligne, les crèmes de beauté. Et donc dans ce numéro, il y a le manuel de savoir-vivre en terrasse. Alors restez humble et pudique, en ne narguant pas ceux qui bossent, par exemple en leur envoyant des selfies. Évitez le débardeur. Ne buvez pas à la paille, je cite, parce qu'un homme qui boit à la paille n'est plus vraiment un homme. Je sais, ça c'est énigmatique. Alors je voulais chercher la symbolique. Et puis il y a aussi rester calme. Je sais pas, je me suis posé la question. Moi je l'ai lu, j'ai pas compris en quoi c'était pour pas. Moi je bois à la paille, je suis très inquiet. Oui, là je serais vous, je me méfierais beaucoup. Et donc voilà, enfin restez calme, n'ayez pas peur de renoncer. Je pense que ça doit marcher aussi pour la terrasse du paquebot à Bercy quand on se marche un peu trop sur les pieds. La revue de presse de Natacha Polony tous les matins à 8h35 sur Europe 1. Merci Natacha. Merci.